L'information est protégée. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% notre Nouvelles. collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, c'est une véritable bombe qui vient de tomber dans le milieu des médias. Le PDG de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, qui va tenir d'ailleurs un point de presse aux alentours de 16 heures, va annoncer une réorganisation majeure dans la structure de TVA. Mais déjà, on sait qu'il y a 547 personnes qui vont perdre leur emploi. Ouais. C'est plus. Il y avait eu au printemps dernier une vague de mise à pied. Là, on parle pas de ça. On parle d'une transformation complète et totale. On parle plus de la même entreprise. Là. On parle d'une autre entreprise plus petite qui va n'être qu'un diffuseur, qui sera plus producteur. Donc, c'est une transformation en profondeur qui... Je pense que ça fait longtemps là, que Pierre-Karl Péladeau lance des cris d'alarme. J'ai l'impression que c'était pas entendu, pas pris au sérieux, ni par les gouvernements, ni par le CRTC, sur lequel je commenterai pas davantage. Puis c'est comme si tout à coup, là, aujourd'hui, tout le monde va se réveiller. Et quand on regarde l'ampleur des décisions, l'ampleur des coupures, des transformations, fermetures, tu sais, de départements et autres, on se dit, ça passait proche d'être pire, là. Ça passait proche d'être pire, là. C'est le tiers des employés qui seront licenciés. La perte de revenus, notamment due aux pertes de revenus publicitaires, Mario, qui ne sont plus au rendez-vous, malgré les parts de marché qui sont toujours très bonnes. C'est important de le dire. Les parts de marché qui sont en hausse. Les parts de marché qui sont en hausse, c'est vraiment ça. Hein? C'est pas le principe d'un poste là, qu'on dirait, les gens regardent plus. Fait que là, arrange-toi avec tes affaires. C'est l'ensemble du monde des médias. C'est fermeture par-dessus fermeture, crise par-dessus crise, perte d'emploi. Et puis, il y en a une partie qui est liée à des habitudes qui changent, des consommateurs. On dit les jeunes s'abonnent plus au câble, les gens regardent plus la télévision. Les jeunes, en particulier, regardent beaucoup moins la télévision. Encore certains grands rendez-vous. L'information qui se tient bien. Même les deux chaînes d'information au Québec, LCN et RDI, font bien plus qu'avant. LCN, c'est des records là, qu'on a battus depuis 3 ou 4 ans pour une chaîne d'information. Mais... les revenus sont plus là, exactement. Tu l'as dit, les revenus sont plus là. L'argent se déplace vers les Google, vers les Facebook, vers les géants du web. Le dollar de loisirs aussi se déplace vers les Netflix, Disney et autres, là, vers les streaming. Donc, c'est une crise, mais tu sais, je sais pas si les gens peuvent s'imaginer aujourd'hui à TVA, là, des centaines, tu sais, des gens qui mettent, des gens que vous voyez pas nécessairement à l'écran, là, mais qui mettent vos images en ondes depuis des années, là, qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans aujourd'hui, qui n'ont fait que ça depuis qu'ils sont dans la vingtaine et qui se font annoncer aujourd'hui. Pas on coupe dans ton département, non, tout ce département-là n'existera plus. TVA fera plus ça, TVA est plus du tout là-dedans. TVA produira plus d'émissions, donc va diffuser des émissions qui vont être produites par des producteurs privés, mais donc ferme des départements au complet. Et c'est par centaines là, que les gens vont perdre leur emploi. Tu sais... Je reviens aux avertissements de Pierre-Karl Péladeau. Des fois, j'écoutais le monde. Les gens sont drôles. Les gens disent, mais voyons donc, TVA, là. TVA, c'est gros, c'est riche, c'est fort. Tout le monde regarde ça. C'est toujours numéro 1 des codes d'écoute. Il y a une capacité d'une société, puis je sais, il y a une multitude de problèmes. Il y a une capacité d'une société à pas voir ou à pas entendre ou à se dire, mais voyons donc. Puis et là, aujourd'hui, c'est comme c'est la massue qui frappe, là. 547 personnes donc qui vont apprendre ou qui des viennent sacrifices, d'apprendre, qui seront Julie? licenciés éventuellement. Oui, Mario? Des sacrifices qu'il faut probablement voir. Tu sais, je le disais à mot couvert tout à l'heure, mais probablement que d'un autre côté, on vient de sauver TVA, là, pour un certain nombre d'années. Ça veut dire qu'on était sur le bord de tout perdre, de tout fermer, là. Puis là, avec une nouvelle forme, avec un changement drastique, on vient donner une nouvelle dimension, réduire les dépenses, parce que c'est certain, regarde au rythme auquel l'argent se perdait ces derniers mois, il n'y a aucune entreprise sur Terre qui peut voir l'argent couler comme ça, perdre de l'argent à ce rythme-là, là. En tout cas, nous avons le cœur gros aujourd'hui à TVA. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de collègues. Et tu le sais, Mario, parce que tu y travailles depuis de nombreuses années.
les employés de TVA. C'est vraiment ça, le cœur de TVA. C'est ça qui fait la différence. Ce sont des gens qui en donnent toujours plus, des gens qui sont passionnés, des gens qui aiment leur travail. Attendons de voir le point de presse de Pierre-Carl Péladeau aux alentours de 16 heures. C'est une famille. Il faut quand même il faut trouver quelque chose de positif là-dedans. Dans ce monde où on dit qu'il y a de moins en moins de journalistes, de moins en moins d'informations, de moins en moins de sources d'informations, des salles de nouvelles, des journaux qui ont fermé. Toute l'opération aujourd'hui annoncée par Pierre-Carl Péladeau, quand même, semble, on va voir les détails tout à l'heure, mais semble protéger cette mission-là qui est l'information à TVA Nouvelles. Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sebia, qui a annoncé aujourd'hui le plan d'Hydro-Québec. Mario, on l'attendait depuis plusieurs mois. Où s'en va Hydro-Québec? Alors, on apprend qu'Hydro-Québec devra doubler sa production pour répondre à la demande d'ici 2050, ce qui veut dire qu'on va construire des barrages, éoliennes aussi, convaincre les Québécois de moins consommer. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce qui a été présenté aujourd'hui? Beaucoup d'éoliennes, hein? Des éoliennes, des capacités impressionnantes en éoliennes. J'ai trouvé en fait, je vais dire la première chose, enfin, on va commencer à jaser autour de quelque chose, parce que ça fait un an là, qu'on parle d'énergie, qu'on se dit c'est l'affaire la plus importante stratégiquement pour l'avenir du Québec, l'économie du Québec, la transition énergétique, les changements climatiques, c'est notre électrification. Mais tu sais, on a eu dans ça Pierre Fitzgibbon, François Legault qui nous ont dit « Ouais, ça va en prendre plus, ça va prendre probablement des nouveaux barrages. » Mais c'est comme si on parlait toujours un peu dans le vide, là, pas autour d'un document, pas autour d'un plan. Ce qui fait que, tu sais... On savait plus trop où on s'en allait vraiment et on avait besoin de ça. Puis là, je suis pas en train de faire un reproche à Michael Sebia parce que lui, il était pas là, il vient d'arriver. Alors pour lui, c'est quand même une production très rapide d'un plan. Je vais te dire une chose qui m'a frappé. Moi, je suis pas surpris, là, ça prend plus d'électricité. Moi, j'ai toujours pensé ça. Donc, il va falloir en produire plus, il va falloir en économiser davantage avec de l'efficacité énergétique. Le volet qui m'a surpris, c'est le chapitre 1. C'est le service à la clientèle. C'est comme si Michael Sebia, son équipe, se sont dit, malgré tous les défis énormes là, d'exportation, de production, d'électrification des transports, malgré tout ça, l'élément numéro 1, regarde, priorité numéro 1, on l'a à l'écran, améliorer la qualité du service. C'est ça qu'ils ont mis comme priorité numéro 1. Et avec du concret, et avec beaucoup de milliards, Julie, là, 4 à 5 milliards par année sur la fiabilité du réseau. Et il n'y a pas de cachette là, dans les paragraphes introductifs. On nomme le fait qu'il y a eu beaucoup de pannes. On le dit que c'est devenu un problème, les pannes. Les consommateurs sont déçus du service, des pannes trop nombreuses. Et donc là, c'est beau à dire, on veut moins de panne, on veut plus de fiabilité, là, mais c'est toute une corvée. On va même changer des poteaux en composite, on va changer différentes technologies. Évidemment, tout ce qui est la gestion de la végétation, parce que c'est souvent des branches dans les verglas, c'est souvent des branches qui cassent les fils. Alors, c'est 4 à 5 milliards. En fait, on double. On passe du simple au double sur la quantité d'argent qu'on va mettre annuellement pour accroître la fiabilité du réseau. Donc, je dirais, avec ça, ça fait quand même un plan d'ensemble où tu as une vision économique pour l'avenir, mais où je pense que le simple consommateur usager, le simple citoyen là, qui est juste un client d'Hydro qui veut juste avoir l'électricité à la maison, là, la plus fiable possible, s'y retrouve. On garantit qu'on n'aura pas de hausse là, de tarifs brusques ou qu'on va respecter la loi du gouvernement là, du 3 % maximal. Ouais. Oui, absolument. Donc, non, je pense que dans l'ensemble, on a un plan équilibré. Ce qui est parfait, non, mais au moins, à l'avenir, quand on va débattre, à l'Assemblée, quand on va... Tu sais, c'est plus facile, je trouve, de débattre quand tu t'assois autour d'un document, puis tu dis, bon, là, on a une base, qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer, revoir, là, tu sais? Mario, je voulais absolument qu'on se parle du député de Québec solidaire, Haroun Boisy, parce que c'est rare qu'on voit un député se mettre dans un état comme celui-là. Il est en colère, ému aux larmes, est en colère, dans le fond, contre le refus de la CAQ d'appuyer cette motion qui a été déposée hier par Ruba Gazal de Québec solidaire qui réclame un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien. Et on va l'écouter, tiens, ensemble. Ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils sont pas capables d'appeler un cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense? C'est des êtres humains, c'est ça que j'en pense. Et tout être humain doit appeler un cessez-le-feu et c'est ça le Québec. C'est pas ce qu'a décidé de faire la CAQ hier. C'est ça le Québec. C'est une honte. En ce moment, je comprends pas la position de la CAQ. Je comprends pas pourquoi
On ne peut pas se ranger derrière Amnesty International, derrière certaines agences de l'ONU, derrière Oxfam, quand ils disent « cessez le feu ». Mario, est-ce que toi, tu comprends la position de la CAQ? Ben oui. Ben oui. Je veux dire, c'est la position de la plupart des gouvernements du monde, là. Je veux dire, on peut dire que c'est une honte. C'est une honte. Je comprends la sensibilité aussi du député, la gravité de la situation, mais je suis obligé de dire, en tout respect pour le député Boisy, le 6 octobre au soir, Julie, là, ce qu'il y avait entre Israël et la bande de Gaza, c'est un cessez-le-feu, là. Personne ne tirait sur personne, là. On était dans un cessez-le-feu. Si on n'y est plus, c'est parce que le 7 octobre, le Hamas a déclenché une guerre. Le monde est en guerre. Ces pays-là sont en guerre. C'est pas juste, oui, Israël est plus fort, puis là, bombarde, puis là, il aurait raison, le député Boisy, de dire, hey, là, Israël doit être encadré, la communauté internationale doit les surveiller, doivent pas faire n'importe quoi. Ça, je comprends. Là, il y a des règles dans la guerre, puis entre autres dans la protection des civils. Mais la guerre est des deux bords. Le Hamas continue à tirer des roquettes, continue à tirer. On est en guerre. Et la seule façon de mettre fin à une guerre, c'est pas un cessez-le-feu. On peut avoir une pause humanitaire, ça c'est demandé par certains. La façon de mettre fin à une guerre, c'est que le Hamas se rende, là, que le Hamas dise, nous, on fait plus la guerre, on a perdu. Mais à ce moment-là, ça veut dire que les dirigeants du Hamas se font prisonniers. On dit à Israël, vous sortez de là, vous tirez plus une bombe, la guerre est finie. Puis c'est la communauté internationale qui débarque, selon un traité de paix qui sera signé. Puis là, la communauté internationale va dire, c'est plus Israël qui va désarmer le Hamas. C'est un groupe de militaires de 22 pays différents qui vont aller désarmer le Hamas, défaire une par une toutes leurs cachettes d'armes, toutes leurs affaires, parce qu'Israël n'acceptera jamais qu'on ne désarme pas le Hamas. Donc, si on veut arrêter la guerre, la guerre s'arrête quand une des deux parties se rend ou quand il y a un cessez-le-feu convenu, mais pour l'instant, il n'y a pas question de cesser le feu, à ce que je vois, ni d'un côté, ni de l'autre. Le Hamas a déclenché une guerre. Puis là, c'est l'horreur de la guerre qu'on vit dans ce cas-là de pire, de plus affreux. Et donc, je comprends l'émotion du député devant l'horreur de la guerre. Ouais. Mais c'est comme un peu simple de dire qu'il faudrait qu'un côté fasse un cessez-le-feu. C'est pas ça qui se passe, là. Et d'ailleurs, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lundi, l'a réitéré. Ce qu'on aurait pensé à un cessez-le-feu au lendemain du 11 septembre, il n'est pas question du tout pour Israël d'aller de l'avant avec un cessez-le-feu. Mais Mario, comment en arriver à éliminer complètement les combattants du Hamas? Ça va prendre des mois, des semaines, des années. Je pense que ça, on éliminera jamais la philosophie du Hamas. Il y a encore des gens du Hamas hier, des dirigeants du Hamas qui disaient que ce qu'ils ont fait le 7 octobre, des massacres d'Israéliens, ils le referaient dès qu'il y aurait la chance, ils voudraient le refaire. Leur but, c'est de le refaire et de faire le maximum de victimes. Alors, les intentions sont quand même assez énoncées d'une façon assez claire. Mais je reviens à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai quand même un malaise. Ce député est sincère et il veut faire le bien. Et j'ai entendu à la fin de la période des questions François Legault dire, on pourrait trouver un libellé. Là. Il y aurait une façon pour l'Assemblée de parler d'une seule voix. M. Trudeau à Ottawa parle de trêve humanitaire. L'expression est employée par Joe Biden. Alors j'espère qu'ils laisseront pas ça là, qu'ils vont essayer de retravailler sur un texte qui permette à l'Assemblée nationale de mettre une pression sur Israël, de mettre une pression sur la question humanitaire, de dire l'Assemblée... Puis là, il ne faut pas s'illusionner non plus, là, même si l'Assemblée nationale avait voté un cessez-le-feu, je pense pas qu'Israël aurait arrêté là, dans la minute de dire on va arrêter la guerre. Là, c'est un peu... Mais quand même, permettre à l'Assemblée nationale de s'exprimer, ce député d'exprimer ce qu'il a dans le cœur, d'exprimer ce qui l'inquiète, mais sans se placer en position du droit international ou d'une façon qui, à mon avis, là, convient pas à la situation actuelle et que relativement peu de grands pays de nos alliés ont pris comme position. Là. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.